le texte est sorti aux États-Unis au début des années 60 sous l'intitulé roman. Et Charles Wright lui-même s'amusait à dire que les gens qui croient qu'il a parlé de lui se trompent, c'est un roman. Et en même temps, ça fait partie de ces romans qui sont tellement énervés de sensations que tu dis c'est pas possible, c'est lui. Euh, et d'ailleurs, je pousse l'ambiguïté jusqu'à avoir mis sur la couverture du livre une photo de l'auteur. Ce qu'on fait pas souvent, mais on peut le faire avec lui, comme par exemple Tristram l'a fait avec Arnaud Schmitt. Les textes d'Arnaud Schmitt, il n'y a pas plus littéraire et plus fictionnel que ces romans-là, puisqu'on se retrouve souvent dans des mondes improbables de l'Antiquité ou des textes de science-fiction presque d'univers post-nucléaire. Mais c'est tellement énervé de sensations qui frôlent la poésie qu'on se dit en fait c'est de son âme dont il est question. Et donc tous les livres de Tristram d'Arnaud Schmitt sont publiés avec des couvertures où il y a une photo de l'auteur. Avec Wright, c'est la même chose. On suit le parcours d'un homme sur un été new-yorkais qui est coursier ou messager. En fait, le titre, on peut le prendre dans les deux sens du terme, c'est à la fois son métier et puis ce qu'il nous fait passer. Donc il est installé dans le sud de Manhattan, dans le quartier des affaires. En fait, il squatte plus ou moins un appartement au dernier étage d'un vieil immeuble, dans des conditions un peu illégales. Et sa vie est polaire. Donc le jour, il est coursier et il côtoie le monde des riches, essentiellement le monde de la finance ou des arts, à qui il délivre des paquets divers. Et la nuit, il retourne dans son squat et dans le monde interlope de ces nuits qui est constitué de prostituées, de junkies, de travelots, d'amis intellectuels, puisque c'était un intellectuel. Et là, tu vois, déjà, je fais le lien entre le personnage et Charles Wright. Parce qu'en fait, Charles Wright a été vraiment coursier, et Charles Wright était en même temps un intellectuel. Et quand j'ai lu le texte pour la première fois, pour moi, il était à la fois évident que ce texte était nimbé d'éléments personnels, biographiques, et qu'en même temps, il est dépassé par le jeu de la fiction. Et par la suite, le texte est constitué que de chapitres qui sont comme des polaroïdes d'une scène ou d'une rencontre ou d'un personnage, même s'il y a des éléments qui de manière récurrente reviennent, notamment sa grand-mère, qui moi me touche beaucoup. Enfin, je pense que dans le texte, c'est pour moi le point nodal du livre, en fait. Les passages qui concernent sa grand-mère, ou sa petite voisine qui a 10 ans, qui est passionnée de peinture. Voilà, donc il y a des personnages, le gardien de l'immeuble, qui reviennent de manière récurrente, mais quand même, chaque chapitre est consacré à une personne. Et par la suite, en enquêtant un peu, je me suis aperçu que il y avait plein de ces choses-là qui avaient réellement existé. Notamment si on va sur les pages américaines d'Amazon et qu'on va sur la page de The Messenger, un jour j'ai découvert un commentaire en disant la petite fille c'était moi et je m'appelais comme ça. Voilà. Donc dans le roman elle a un autre prénom, mais cette fille a réellement existé. Et elle précise dans son commentaire qu'effectivement leur vie était vraiment comme ça. Alors il n'y a pas de gitans qui ont laissé des commentaires, mais j'imagine volontiers que quand Charles Wright était messager, il y avait effectivement des gitans qui traînaient dans le quartier. Voilà. Et par la suite, donc je suis allé à New York, j'ai rencontré une amie qui était très proche de lui et qui en fait maintenant gère son œuvre. Et elle m'a fait visiter tous les lieux qui étaient dans le roman. Et c'est bouleversant parce que là tu comprends vraiment le parcours de cet homme. Je pense que dans le catalogue de la maison d'édition, je cherche souvent à comprendre non pas forcément le lien entre l'œuvre et l'homme, mais ce qui a motivé l'œuvre. Et chez Charles Wright, c'est magnifique. En fait, on est en face d'un homme qui est un prince de l'ailleurs. Dès la naissance, il a été sorti des réseaux sociaux d'une certaine manière. Donc il est orphelin de père quasiment à la naissance, puisque son père l'a abandonné. Il devient très rapidement orphelin de mère parce que sa mère meurt, et il va être éduqué par son grand-père et sa grand-mère, qui étaient visiblement des gens formidables, mais qui ne pouvaient rien faire pour retenir ce garçon qui n'avait qu'une envie, c'était l'ailleurs. Donc vers l'âge de 12 ans, il tombe amoureux des livres, grâce à la bibliothèque municipale. Il est né dans le Missouri, donc dans vraiment le cul de l'Amérique, il n'y avait rien, quoi. Et il était noir, j'ai oublié de le dire.
Donc un noir qui lit du Faulkner à 14 ans, euh, dans le Missouri, c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, il va, j'allais dire s'éloigner. C'est pas vraiment un éloignement, je dirais plutôt un détachement. Il va se détacher de tout ce qui pourrait le rattacher à un cercle ou à un milieu social. Donc il va commencer par être vagabond, il va souvent, non pas faire des fugues parce que sa grand-mère était très proche de lui et très tolérante, mais elle va le laisser partir des week-ends entiers dans d'autres villes. Il part comme ça en faisant du stop ou en vagabondant. Très tôt, il en parle dans son texte, plus ou moins violé. Arrivé à l'âge adulte, il part faire la guerre de Corée. Et il en parle aussi dans son texte. J'ai vu son certificat militaire, par exemple, donc son ami m'a montré. Il revient de la guerre de Corée. En fait, il est arrivé à la fin sur la guerre de Corée. Donc il a pas assisté à des combats sanglants. Mais c'était encore une expérience du détachement, puisqu'il a rencontré une autre culture et qu'il était un noir avec des cheveux crépus, ce qui pour des Coréens était étonnant. Et quand il revient aux États-Unis, il a sa phase Rambo. Il va errer de ville en ville, sans trop savoir ce qu'il veut faire ni être. Il va un temps côtoyer quelques sphères d'intellectuels, de blancs évidemment, pour qui il apparaît un peu comme une fantaisie ou une mascotte, parce que voilà, il est noir, il est cultivé, c'est chic de le connaître. Mais il va s'apercevoir que c'est pas... Et il est beau. Il va s'apercevoir que c'est pas vraiment sa place. Et je pense que Le Messager, c'est le moment de sa vie où en fait il va accepter justement d'appartenir à aucun monde. Et donc il débarque aux États-Unis, où il trouve ce boulot alimentaire de coursier, et il va faire ce Polaroid d'un été new-yorkais, qui est presque une expérience existentialiste. Je dis pas que c'est L'étranger de Camus, mais il va tout regarder avec le détachement d'un homme qui a déjà vécu beaucoup de choses. Parce que j'ai parlé un peu de sa vie sociale, mais on pourrait parler aussi de sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui était très beau et très ambivalent sexuellement. Il pouvait être avec des hommes comme des femmes, dans des relations amoureuses ou tarifées, puisqu'il s'est aussi prostitué. Et au moment où il commence à écrire Le Messager, il décrit tout ça sans amertume ou revendication. Et c'est ce qu'il y a de plus surprenant pour moi dans le texte, c'est qu'il décrive un riche broker américain qui se fait une passe avec lui à l'heure du déjeuner, ou une trave majestueuse qui perd sa perruque. Il a le même regard qui n'est pas forcément affectueux, parce que c'est un homme qui reste fondamentalement seul, mais qui reste intéressé. Voilà. Une forme de lucidité chez lui. Une forme toujours dans l'entre-deux, avec cette lucidité sur... Bah oui, parce qu'il a 27 ans quand il écrit Le Messager, et il a déjà le regard d'un vieillard, je pense, ou d'un vieil homme. C'était sa première expérience d'écriture ? Alors, il avait écrit un premier roman qui était beaucoup plus velléitaire. Il voulait faire un roman. Et c'est son éditeur qui a eu la bonne idée de lui dire « N'essaie pas de faire comme, fais-toi ». Et c'est là où la connexion entre roman et expérience personnelle s'est synthétisée. Je pense que l'éditeur qui lui a fait ce conseil était un très très bon éditeur. Il a compris où était le noyau dur de cet homme. Et le noyau dur, c'était pas forcément ce qu'il avait vécu, mais le détachement qu'il avait trouvé à travers son expérience. Et il a fait que 3 romans autobiographiques. Alors je dis que c'est 3 romans autobiographiques parce que les 3 sont innervés par son expérience. En même temps, ce sont des formes très différentes. Celui-ci est de manière plus flagrante autobiographique, parce qu'il y a plein de références à sa vie personnelle et tout. Le deuxième, c'est un autre moment de sa vie, très différent, et beaucoup plus fictionnel. Il s'appelle comment ? La perruque. C'est la perruque de Claudia ? Alors, la perruque, en argot new-yorkais, noir, ça veut dire la chevelure, tout simplement. Mais c'est un jeu de mots dans le texte, parce qu'en fait, on va suivre un personnage de noir qui va à tout prix s'intégrer à la société des Blancs, et donc il va se faire défriser les cheveux. Et en fait, c'est un texte qui, c'est sans doute le plus fort en fait de Charles Wright,
Et c'est en même temps bouleversant parce que c'est un texte qui était trop tôt pour, pour les Américains et qui est sans doute celui qui l'a enterré, puisqu'aujourd'hui encore, Charles Wright est quasiment inconnu aux États-Unis. Parce que Le Messager, à sa sortie, a eu un vrai succès. Tout d'abord de critiques. Il y a eu des très très beaux papiers pour dire voilà, c'est un grand et tout. Sur la 4e de couverture, j'ai repris une phrase de James Baldwin, qui était à l'époque le grand écrivain noir. C'était un des tout premiers à connaître le succès, qui le mettait très haut. Et puis même commercialement, le livre s'était vraiment bien vendu. Mais il s'était bien vendu, après coup on peut l'analyser en tout cas comme ça, parce que voilà, il y avait un écrivain noir qui nous faisait partager son monde, c'était nouveau, c'était étonnant, c'était vachement bien écrit, mais c'était pas du tout agressif. Et dans le deuxième roman que, à mon avis, Charles Wright a écrit sans agressivité, mais avec une lucidité encore plus ravageuse, il a mis dans un personnage de fiction une satire de la société américaine. Autant le Messager est simplement une photo. Il y a quand même quelques inserts dans le Messager. Mais oui, mais c'est très tendre par rapport à ce qui se passe dans... On sent que ça peut poindre quand même. Voilà, et en fait c'était une suite logique. C'est qu'après avoir fait le constat, le deuxième, qui est donc plus fictionnel, c'est simplement le constat poussé dans ses logiques extrêmes. Et qui conduisent à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc finalement une société très clivée, méprisante et indifférente. Et on a ce personnage qui est à la fois assez fantastique parce qu'il est un peu grotesque, et en même temps terrible parce qu'il renvoie un miroir de la société américaine, et plus généralement occidentale, je crois, sur la consommation, l'urbanisme, enfin tout ce qu'on peut mettre derrière cette idée de société américaine, qui a été une vraie baffe. Et le petit écrivain noir talentueux qui avait écrit Le Messager, qui tout d'un coup se fout de la gueule de ceux qui l'avaient encensé, c'était pas possible. Et donc plus que des critiques incendiaires, ce deuxième roman a été accueilli par un grand silence. Et le troisième ? Le troisième, il a payé les frais du deuxième. C'est que, alors qu'il était convaincu d'avoir écrit son meilleur roman, la légende raconte qu'il s'était enfermé en fait dans une chambre d'hôtel dont il n'était pas sorti pendant 40 jours pour écrire ce texte. Et il savait qu'il avait touché là quelque chose de plus juste et d'encore plus libre que ce qu'il avait fait dans Le Messager. Ce grand silence, ça l'a brisé. Il a pas compris. Il a claqué son fric en partant au Maroc. Il est allé faire l'expérience de Tanger, comme certains écrivains de l'époque. Il est revenu et il a progressivement nourri une sorte d'amertume qui l'a ravagé, notamment avec l'alcool. Donc ça a atteint des situations extrêmes. Il est devenu sans-abri. Son ami donc m'a fait lire un article qu'elle avait publié dans une revue new-yorkaise où elle expliquait que Charles Stevenson Wright était peut-être le seul mec au monde qui était dans le bouzou et à la rue en même temps. Parce qu'il était rentré dans le bouzou à cause de son premier texte essentiellement, et il avait plus un sou. Et Moondog aussi, non? C'est musicien. Je sais pas si à l'époque il était dans le bouzou, oui, mais en tout cas ça semble invraisemblable que quelqu'un qui... donc je sais pas si je l'ai dit, mais lui son grand maître c'était Faulkner, qui avait un tel niveau d'intelligence comme on le voit dans ces deux textes, finissent avec rien. Donc il avait, et c'est son troisième livre, une sorte de chronique dans une revue new-yorkaise où il reprend en fait un peu l'expérience de l'écriture qu'il a eue dans Le Messager, mais de manière encore plus rêche, et cette fois-ci beaucoup plus désespérée. Ce sont des polaroïdes de la nuit. Donc là c'est un texte des années 70, on est 10 ans plus tard après Le Messager, et c'est le texte de La Terre brûlée, il reste plus rien. Le Tripode va éditer les deux autres. Bah oui. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus avant ce qui a chez toi titillé ton intérêt pour le texte, et qu'est-ce qui fait que ça rentre dans une logique éditoriale pour le Tripode? C'est un texte qui m'est arrivé vraiment par hasard. La plupart du temps on trouve les livres dans des foires du livre avec des agents qui vous présentent les dernières nouveautés.
Ça, c'était un texte qui était sorti donc dans les années 60, qui était inconnu aux États-Unis, donc personne ne parlait, mais j'en avais trouvé la trace en regardant par curiosité quels étaient les éditeurs aux États-Unis de Pierre Michon. En me disant, un éditeur qui s'embête ou qui a le courage de traduire Pierre Michon et de le publier aux États-Unis, il doit publier d'autres choses intéressantes. Et j'étais tombé comme ça sur un éditeur que je ne connaissais pas du tout, qui est plutôt un éditeur en fait associatif, enfin voilà, très marginal aux États-Unis, qui avait publié un texte de Pierre Michon et qui avait ce texte au catalogue. Et je me souviens plus exactement ce qu'il en disait, mais je sentais qu'il y avait une émotion dans la manière dont il parlait de ce texte. Je me suis dit, bah ça, je vais chercher ça. Je réussis à en avoir un exemplaire. Après coup, je m'aperçois que Stock en avait publié une première traduction dans les années 60, et qui était très tendancieuse. En fait, elle était très orientée polar, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Un écrivain noir américain à l'époque, en France, c'était les écrivains qui venaient alimenter la collection de la série noire, chez Gallimard. Donc c'était du polar. Donc Stock avait demandé à un traducteur plutôt habitué à la traduction du roman policier à faire la traduction de ce texte. Et la chance, c'est qu'en fait, c'était un homme formidable, qui vit encore, Michel Averland, qui en avait fait une très très bonne traduction, mais qui l'avait quand même un petit peu orienté ambiance polar, par notamment beaucoup de textes d'argot, en gros de formules qui avaient un peu vieilli par rapport à aujourd'hui. Et donc on a retravaillé ensemble sur le texte pour le ramener à son niveau d'épure. Et en fait, c'est ça qui m'a retenu sur le texte. Quand je l'ai lu, ce qui était très troublant, c'était la manière dont Wright arrive à parler de choses qui sont très caricaturales. On en parlait tout à l'heure, c'est les bas-fonds new-yorkais, c'est presque devenu un cliché. Enfin, et chez lui, c'était plus du tout des bas-fonds en fait, c'était simplement l'humanité en marche. Voilà, donc il y a ça qui m'a touché. Et ensuite, pourquoi j'ai pensé que ça pouvait rentrer dans le catalogue d'Attila, c'était la distance qu'il mettait par rapport à ça. Et plus j'avance dans le travail d'édition que je fais depuis maintenant quelques années, au plus je me rends compte que c'est moins une forme littéraire spécifique qui m'intéresse que la manière dont un individu, un écrivain pour l'essentiel, va regarder le monde et y apporter une certaine originalité. Et j'irai même plus loin, c'est que je crois que le catalogue se définit par la volonté de jamais publier deux fois le même type d'auteur. Parce que je crois qu'en fait, les écoles, il n'y a rien de moins intéressant. Les écoles littéraires. Moi, ce que j'aime, c'est pas forcément les marginaux. Je ne cherche pas des individus qui veulent à tout prix se définir en opposition à un système, mais plutôt des individus, des artistes, des auteurs, qui vont avoir un sentiment tellement fort d'une singularité ou de quelque chose qu'ils ne retrouvent pas dans ce qu'ils peuvent lire par ailleurs, qu'ils vont avoir besoin de l'écrire. Et sur ça, Wright est absolument parfait, parce que s'il est encore inconnu aux États-Unis, c'est parce qu'aujourd'hui encore, on n'arrive pas à le classer. Il est... Même voilà, il y a ce qu'on appelle les gender studies aux États-Unis, où on a envie d'écrire sur, par exemple, l'école des écrivains noirs, et d'en faire... maintenant, il existe aux États-Unis des maisons d'édition qui sont dédiées aux écrivains noirs, comme il y en a qui sont dédiés aux écrivains femmes. Wright, c'est pas possible de le rentrer dans ces catégories-là. Il y a une espèce de rire spontané, en fait. Ouais. Et moi, je le rattache volontiers à un auteur qui n'a rien à voir avec lui par ailleurs, qui est Edward Gorey, par exemple. Edward Gorey, c'est un écrivain-dessinateur qui a une telle singularité que c'est très difficile de le rattacher à quelque chose. Voilà. Et c'est ça que j'aime chez lui. Et on le ressent même dans son écriture, par rapport à ce premier roman que j'ai pas vu, et qui a disparu. On ne sait pas à quoi il ressemblait, mais je pense qu'il était simplement médiocre parce qu'il voulait ressembler à quelque chose. Alors que dans ce texte-là, et encore plus dans les deux autres, on a affaire à un homme qui ne se soucie plus du qu'en dira-t-on ou de la valeur commerciale, sociale de ce qu'il produit. Il a juste envie de comprendre ce qu'il est. Et il est mort assez vieux, puisqu'il est mort en 2008. Ouais, mais... Tu l'as raté de peu. Bon, j'étais déjà né, même si je suis pas très vieux, mais je l'ai raté, ouais. Mais je suis pas sûr que j'aurais aimé le rencontrer. Je pense que sur la fin de sa vie, l'amertume avait vraiment pris le dessus. Donc tu vois, dernier texte publié, années 70,
il a vécu encore une trentaine d'années sans plus rien publier, même s'il continue à écrire, pas mal de poésie notamment. Il a fini dans un hospice. Ça, c'est une histoire assez drôle d'ailleurs, je ne sais pas si on a le temps de... en fait, à la fin de sa vie, donc, grâce notamment à son ami, la municipalité lui réserve un appartement dans un immeuble qui était en construction et qui était dédié aux plus pauvres. Et en fait, au départ, cet immeuble avait été construit dans le quartier portoricain parce que Manhattan était en train de s'embourgeoiser et que les vieux portoricains n'avaient plus les moyens de louer des appartements dans cette partie de la ville. Sauf que l'immeuble a pris un peu trop de temps à être construit et que l'immigration chinoise est arrivée en masse et ils ont réussi à monopoliser toutes les places disponibles dans cet immeuble que je suis allé visiter. Et donc c'était très amusant à y penser maintenant, mais c'était assez tragique pour lui. En fait, lorsque l'immeuble s'est ouvert et peuplé, il était quasiment le seul habitant anglophone de l'immeuble. Et il se retrouvait entouré de Chinois qui avaient submergé l'administration de dossiers. Donc sur les 100 places, il y avait 98 Chinois et 2 Noirs anglophones. Voilà. Il est resté dans l'ailleurs jusqu'au bout, quoi. Ouais, il est resté dans l'ailleurs jusqu'au bout. J'ai vu son appartement qui était au dernier étage. Donc j'ai vu où il continuait à écrire. Mais la fin de sa vie, c'était une grande solitude. C'était parce que bon, on verra la réception du livre, mais je pense que c'est vraiment une très très belle œuvre et que si elle avait eu la reconnaissance qu'elle aurait dû avoir au moment de sa parution, il aurait eu une toute autre vie.